Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour OrdiRépar et aujourd'hui on va commencer à s'intéresser à la ligne de commande Linux. Alors particulièrement la ligne de commande sur Ubuntu. Pourquoi Ubuntu? Tout simplement parce que c'est la distribution que j'utilise et que j'ai utilisée sur les précédentes vidéos, donc on va continuer dans la foulée avec cette distribution. Mais rassurez-vous, si vous êtes sur une autre distribution Linux, globalement ce qu'on va voir, ça n'a pas de grosse différence d'une distribution à l'autre. Dans cette première vidéo, on ne va pas forcément passer devant l'écran, on va s'intéresser surtout aux concepts de base et aux principes fondamentaux qui régissent un petit peu le fonctionnement de Linux, que ce soit sur la ligne de commande, mais également dans l'interface graphique. Et ça va être très important de comprendre ça avant de pouvoir commencer à manipuler la ligne de commande. Donc on va s'intéresser à ça, on va détailler un petit peu ces principes de base dans cette première vidéo. Bien évidemment, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on parle encore aujourd'hui de ligne de commande? Pourquoi on va s'intéresser à ça alors que finalement nos systèmes d'exploitation modernes sont capables de gérer des fenêtres, des icônes, des boutons, des menus en tout genre? Pourquoi finalement on utilise cette ligne de commande? Eh bien, tout simplement parce que, il faut remonter un petit peu aux origines, Linux à la base, c'est une imitation de Unix, une sorte d'imitation de Unix en tout cas. Et Unix, c'est un système qui est apparu au début des années 70. Et en termes de performance, à l'époque, on était très loin de ce qui se fait aujourd'hui. Et évidemment, il ne fallait pas gaspiller les performances d'une machine, d'un serveur qui pouvait coûter extrêmement cher et qui occupait énormément de place. Il ne fallait pas le gaspiller à essayer de faire des choses graphiques, à dessiner des icônes et des boutons et des fenêtres qui bougent dans tous les sens. C'était pas utile à ce moment-là. Ce qu'on voulait surtout, c'est que l'ordinateur fasse le travail qu'on lui demandait de faire et qu'il le fasse le mieux possible, le plus rapidement possible et la manière la plus efficiente. Donc, l'interface graphique, c'était pas la priorité à ce moment-là. Et le moyen naturel de communiquer avec un ordinateur, encore une fois à cette époque, c'était d'écrire des ordres, des commandes qui allaient faire exécuter des choses à l'ordinateur. Donc, tout naturellement, quand Linux est apparu, la première des choses qu'il a fallu faire, c'est faire en sorte qu'on puisse donner des ordres écrits au système. Et finalement, en faisant ça, on s'assure que le système peut être entièrement piloté par des commandes. C'est l'avantage, effectivement, c'est l'un des avantages de la ligne de commande. La ligne de commande, c'est donc un outil très puissant, parce qu'on peut tout faire avec la ligne de commande. Et avec l'interface graphique, on peut faire beaucoup de choses, mais il y a parfois des choses qu'on ne peut pas faire. Et la ligne de commande va nous permettre de répondre à certains problèmes qu'on ne peut pas résoudre uniquement avec l'interface graphique. Pour bien comprendre ce qui se passe avec le système d'exploitation, encore une fois, on va reposer quelques petites bases. À la base, encore une fois, votre ordinateur, c'est essentiellement du matériel. Donc voilà, ça c'est un fait établi. L'ordinateur, c'est du matériel. Mais ce matériel tout seul, il ne fait rien. Il lui faut un logiciel particulier pour lui donner des ordres et pour piloter ce matériel, pour accéder à ce matériel et le gérer, et l'utiliser au mieux. Et ce logiciel particulier, c'est donc le système d'exploitation. Et on va s'intéresser à une pièce maîtresse du système d'exploitation qui s'appelle le noyau. Et donc le noyau aura en charge de communiquer avec le matériel et d'utiliser les ressources matérielles à sa disposition. Et en fait, quand on parle de Linux, eh bien c'est de ça qu'on parle. On parle donc du noyau du système. Et ce qu'on voit autour, en fait, ce sont des outils qui sont par-dessus le noyau. Et l'un de ces outils, l'un des outils principaux, c'est un outil qui va nous permettre de communiquer finalement avec ce noyau et d'accéder indirectement au matériel, de l'utiliser. Et cet outil-là, c'est ce qu'on va appeler le shell. Alors le shell, si on s'amuse à traduire, effectivement en anglais, shell ça veut dire coquillage, coquille, c'est donc une sorte de forme de protection. Et bien grâce au shell, en fait on s'assure que les ordres qu'on va donner à l'ordinateur seront bien interprétés correctement par le noyau et qu'on ne va pas avoir à faire des choses alambiquées pour réussir à accéder au matériel. On peut donner des ordres simples, entre guillemets, à l'ordinateur, et le shell se charge de communiquer avec le noyau pour faire exécuter ces ordres. Donc ça communique dans les deux sens. On envoie des ordres et on obtient des résultats. Et donc le shell, c'est ce qui va nous permettre de communiquer donc, avec ce système d'exploitation. Et des shells, il n'en existe pas un seul, il en existe plusieurs. En fait, il y a deux grandes familles de shells. Il y a le shell texte, celui qui va nous intéresser en l'occurrence, la ligne de commande. Et d'un autre côté, il y a celui que vous connaissez certainement déjà, finalement, qui est aussi un shell, mais graphique cette fois-ci. Alors, juste, sans rentrer dans tous les détails possibles, mais juste pour essayer d'éclaircir un peu les choses, le shell graphique, en réalité, c'est déjà une surcouche sur ce système, et pour réussir à obtenir ce shell graphique, en réalité, ça se décompose en plusieurs parties. Vous allez avoir d'abord un gestionnaire de fenêtres, et sur Linux, on va avoir essentiellement
un gestionnaire qui s'appelle Xwindow. Alors pas Xwindows, il n'y a pas de S à la fin, c'est Xwindow. Et Xwindow, c'est finalement le gestionnaire des fenêtres, c'est ce qui va permettre de savoir que on peut dessiner des fenêtres. Qu'une fenêtre, c'est globalement, essentiellement un rectangle avec au moins un bouton qui permet de fermer la fenêtre, un bouton de réduction ou d'agrandissement de la taille de la fenêtre. Voilà, c'est globalement ce qu'on va avoir là-dedans. Alors, il y a 2-3 choses en plus quand même, hein, c'est pas que ça, mais essentiellement c'est ça. Et pour représenter l'interface réellement comme vous la connaissez, il va manquer un élément qui va venir se mettre en surcouche par rapport à ça, qui est un gestionnaire de bureau. Alors, ce gestionnaire de bureau, en fait, il y en a plusieurs qui existent, hein, on ne va pas tous les citer, mais juste pour que vous compreniez, il y a par exemple Unity, qui est ce que vous avez certainement sur Ubuntu, de base. Il existe par exemple KDE, qui va donner une autre représentation aux choses. Il existe GNOME, voilà. Et il en existe plusieurs, XFCE, etc. Enfin, il y en a quelques autres. Je vous invite à aller chercher éventuellement, pourquoi pas sur Wikipédia, vous verrez qu'il y en a quelques autres, qui ont chacun leurs particularités, leurs avantages, leurs inconvénients. Et de l'autre côté, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le shell text. Et ce shell text, en réalité, il n'en existe pas qu'un seul. Il en existe plusieurs versions différentes, un peu à l'image des gestionnaires de bureau. Mais le plus souvent, celui qu'on va rencontrer, c'est un gestionnaire, donc un shell text, qui aura de toute façon, comme tous les autres, le même effet, c'est-à-dire que vous allez avoir une fenêtre avec un petit curseur qui clignote et qui va attendre qu'on lui donne des ordres. Et celui qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est le bash. B-A-S-H. B-A-S-H parce que ça veut dire Bourne Again Shell. Parce que c'est une amélioration d'une version de shell qui existait, qui s'appelait le Bourne Shell. Et comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs qui existent. Il y a le Bourne Shell, le Bourne Again Shell, il y a le Corn Shell, il y a le C Shell, il y en a plusieurs qui existent. Celui qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être le bash, parce que c'est celui qu'on a le plus couramment, et aujourd'hui dans Ubuntu, c'est celui qu'on retrouve. Mais bien entendu, on peut en changer si on le souhaite. On verra peut-être ça dans une autre vidéo, mais ça ne fait pas l'objet pour l'instant de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc voilà ce qu'il faut comprendre essentiellement quand on parle de ligne de commande. Alors, quels sont les intérêts finalement d'utiliser encore la ligne de commande? C'est bien, on a bien compris qu'il y avait deux sortes de shell. Il y a le shell graphique, très bien, on connaît, avec les icônes, des fenêtres, etc. Et de l'autre côté, la ligne de commande, mais ça ne nous dit pas pourquoi c'est mieux, pourquoi c'est intéressant. Alors, l'inconvénient majeur de la ligne de commande, en tout cas, effectivement, c'est la complexité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre le langage, apprendre les commandes pour pouvoir s'en servir. Il faut une phase de formation, chose qu'on n'aura pas forcément avec l'interface graphique. Une interface graphique, c'est relativement intuitif et on comprend assez vite comment ça marche. Les icônes, on clique dessus, les boutons, on coche, voilà, etc., etc. Et ça fait ce qu'on lui demande de faire. C'est vrai que la ligne de commande, il faut connaître un petit peu. Mais une fois qu'on a compris comment ça marchait, finalement, ça s'avère être un outil redoutable parce que c'est extrêmement puissant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était l'outil natif pour piloter un système Linux. Et donc, on peut tout faire avec la ligne de commande. Même des choses que, parfois, l'interface graphique ne permet pas de faire. Alors, on verra peut-être quelques exemples dans les prochaines vidéos, mais en tout cas, c'est un outil extrêmement puissant. Un autre avantage, on en a parlé, c'est qu'il est peu gourmand en ressources, finalement. Pour exécuter des commandes comme ça, texte, ça ne demande pas d'avoir des cartes graphiques performantes, ça ne demande pas d'avoir d'extrême quantité de mémoire, etc. Alors que le mode graphique, oui, dessiner des fenêtres, gérer des icônes, etc., ça demande plus de ressources. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Il y en a au moins un troisième, il y en a encore d'autres, hein, certainement, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va essayer de faire court. L'autre avantage, c'est que quand on a un problème, effectivement, on peut très facilement aller sur un forum et trouver des explications qui sont en fait des successions de commandes qu'il faut taper pour obtenir un résultat. Et pourquoi c'est plus intéressant d'avoir ces commandes-là? Eh bien, tout simplement, quand on essaie d'aider quelqu'un sans voir ce qu'il a à l'écran, c'est très difficile de lui dire clique, alors en haut à gauche, tu vas avoir un menu qui t'amène sur une fenêtre, dans le sous-menu, tu as une autre fenêtre, et après il y a un onglet, et dans l'onglet, il faut aller cliquer sur la troisième case à cocher qui se trouve en bas à gauche, mais pas celle-là, c'est plutôt celle d'à côté. Enfin, c'est compliqué. Il faut faire des captures d'écran, ça demande du temps, ça demande un peu d'effort, et finalement, c'est pénible pour tout le monde, parce que parfois même si on ne met pas de copie d'écran, la personne à qui on tente d'expliquer ça, surtout par écrit, sur un forum, va pas forcément comprendre de quoi on parle, et il suffit qu'on n'utilise pas le bon terme ou qu'on se trompe un petit peu, la personne en face ne va pas savoir faire, et parfois même les gens ont des images devant les yeux, ils ont des fenêtres qui apparaissent, avec des choix, ok, annulé, etc., et ils les voient pas. Ils voient pas cette fenêtre-là. Ils voient la fenêtre qu'il y a derrière, ils comprennent pas comment fermer tout ça, enfin c'est un peu compliqué, ils vont se retrouver dans des situations où c'est pénible. En réalité, si on peut lui dire tape ça, et en tapant ça, ça fait exactement ce qu'il faut, la personne n'a pas à se tromper, elle recopie mot pour mot ce qu'on lui demande de taper, voire même elle fait un copier-coller dans son terminal, et ça fait exactement ce qu'il faut. Et si on lui donne 3-4 instructions à la suite,
ça prend pas beaucoup de place, ça demande pas beaucoup de temps à écrire, et on est sûr que c'est exactement le bon résultat qui sera obtenu à l'arrivée, et pas forcément quelque chose d'approximatif parce que la personne aura peut-être oublié de cocher une case. Voilà, c'est un peu plus compliqué dans ces cas-là. Donc vous voyez que ça a quand même des intérêts. Et un dernier intérêt, encore une fois, c'est qu'on peut automatiser facilement des choses. Puisqu'on peut donner une suite d'instructions assez longue, qui font peut-être parfois des tests sur ce qui se passe, sur les résultats, etc., on peut obtenir finalement un script. On peut créer un script et faire exécuter des choses de façon automatique ou semi-automatique à l'ordinateur. Chose qu'on ne peut pas faire directement avec l'interface graphique. Bien entendu, dans l'interface graphique, on peut aussi créer un fichier avec des commandes à l'intérieur, mais ça revient à finalement utiliser la ligne de commande. Donc, la ligne de commande, c'est un outil très puissant, c'est un allié redoutable quand on a besoin d'opérer sur un système Linux. Voilà globalement ce qu'il faut retenir et le pourquoi on utilise encore cette ligne de commande. Sous Linux, on dit que tout est fichier. Déjà, sous Unix, on dit que tout est fichier. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, le plus naturellement du monde, ça veut dire que tout ce qui est dans votre ordinateur est considéré comme un fichier. Votre disque dur est un fichier. Votre clé USB sera un fichier. Votre processeur est un fichier. Votre carte graphique est un fichier. Votre carte réseau est un fichier. Votre carte son est un fichier. Tout est fichier. En fait, la façon dont Linux organise ces informations est très différente de celle que Windows utilise pour organiser ces informations. Juste pour faire un petit parallèle, on va avoir ce schéma-là. On va y revenir dans un instant, mais sur Windows, vous avez l'ordinateur sur lequel va être branché un disque dur qu'on va appeler C2 points, éventuellement un lecteur CD qui va s'appeler D2 points, et une clé USB, pourquoi pas, qui s'appellera E2 points. En fait, on attribue des lettres à chacun des périphériques, à chacun des lecteurs en tout cas, qu'on va raccorder sur l'ordinateur. Disque dur, clé USB, lecteur CD, disque externe, pourquoi pas disque réseau. On peut accéder aussi à un disque réseau par une lettre de lecteur. Très bien. Sous Linux, ça marche pas comme ça. Sous Linux, c'est très différent. En fait, sous Linux, on a une seule arborescence, et c'est dans cette arborescence que tout va venir se greffer. On a, comme dans toute arborescence, donc arborescence, ça fait penser à arbre évidemment, on imagine que pour un arbre, il faut un point de départ, et le point de départ, c'est la racine. Eh bien, sur la façon d'organiser les fichiers, Linux utilise cette méthode-là et a un dossier racine. Racine, c'est le point de départ de votre système. C'est le point de départ. C'est pas un disque dur particulier. C'est plus compliqué que ça. C'est vraiment la racine. Dans cette racine, on va retrouver toute une série de dossiers. Alors, on ne va pas détailler chaque dossier à quoi il sert exactement, on trouve cette information très facilement sur Internet en cherchant, mais globalement, on a plusieurs dossiers. On va avoir par exemple un dossier boot qui va contenir le noyau du système et qui va contenir vraiment les fichiers essentiels au démarrage de l'ordinateur. Un fichier ETC qui va contenir des fichiers de configuration, généralement, pour plusieurs programmes. Un dossier Home que vous connaissez très certainement, qui est votre dossier personnel, donc à l'intérieur duquel vous allez avoir un dossier, par exemple, un dossier par utilisateur, donc on va avoir un dossier David par exemple, on pourrait avoir un dossier Alex, on pourrait avoir un dossier Jean, etc. Et à l'intérieur de ce dossier, de ces dossiers d'utilisateurs, on va trouver finalement un dossier image. Alors, image comme ça. On va avoir un dossier musique, etc., etc. Et ce sont les dossiers personnels. Donc on peut comme ça avoir toute une série de dossiers. J'ai volontairement sauté un dossier ici, le dossier dev. Dev comme device. Device qui veut dire appareil périphérique. Eh bien, à l'intérieur de ce dossier dev, en fait, on va avoir également toute une arborescence de choses. Et en fait, on va avoir essentiellement des fichiers à l'intérieur. Et chacun de ces fichiers va correspondre à un matériel de votre ordinateur. On ne peut pas y accéder directement comme ça. On voit qu'ils sont là. On ne peut pas en faire grand-chose. On ne peut pas les lire ni les écrire à proprement parler. Mais on a quand même des choses là-dedans. On a par exemple le premier disque dur qui va s'appeler SDA. Et dans ce disque dur, on aura en réalité, il sera représenté par un autre fichier quand même, mais on aura une première partition qui sera SDA1, puis SDA2, SDA3, etc. Et si on a un deuxième disque dur branché physiquement sur l'ordinateur, ce sera SDB. Et la première partition sera SDB1, la deuxième sera SDB2, SDB3.
et ainsi de suite. On branche une clé USB, automatiquement, elle vient se créer ici sous forme de fichier, et ce sera par exemple SDC. On aura cette représentation-là, mais on ne peut pas y accéder directement. Alors comment il faut faire dans ces cas-là? Eh bien c'est pour ça qu'il y a un dernier dossier ici que j'ai représenté, qui s'appelle Média, qui est très important. Parce que ce dossier Média va nous permettre, en fait, de réaliser une opération qu'on va appeler monter un lecteur. Eh bien, quand on va avoir, par exemple, un disque dur, pour pouvoir travailler dessus, il va falloir utiliser une commande particulière qu'on verra dans une autre vidéo, mais je voudrais que vous compreniez déjà le principe. On va créer un point de montage, ici. On va créer ici un dossier, qu'on pourra appeler par exemple disque dur. Et on va réaliser l'opération de monter ce disque dur à cet endroit. Et du coup, tout le contenu du disque dur viendra se greffer ici sous forme d'arborescence. C'est une méthode qui est finalement très puissante, parce que finalement, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses, on peut connecter pas mal de choses, sans casser l'architecture globale de l'organisation des dossiers. C'est assez intéressant, et ça a aussi un autre avantage, c'est que finalement, c'est pas parce qu'un disque est branché physiquement qu'il est obligatoirement actif. On peut très bien avoir deux disques durs branchés, même simplement ce disque dur, mais si on a fini de s'en servir, on le démonte. On opère une action de démontage qui va simplement se débarrasser de tout ce pan d'arborescence. Ça ne va pas pour autant supprimer physiquement le disque dur. Il sera toujours là et toujours présent dans cette arborescence, mais il sera plus accessible pour l'utilisation. Donc ça, c'est quand même une chose un petit peu particulière, effectivement, qui change les habitudes par rapport à ce qu'on peut avoir quand on vient du monde Windows, mais c'est une notion qui est assez importante et assez intéressante à comprendre. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça veut dire quand on dit que tout est fichier. Après, il y a une autre notion, il y a d'autres notions qu'il va falloir comprendre, puisque finalement tout est fichier, c'est-à-dire qu'on va passer l'essentiel de notre temps à naviguer dans des fichiers et des dossiers. Eh bien, pour ça, il faut comprendre comment faire référence à un fichier particulier, quelque part dans cette arborescence. Quand on veut parler d'un fichier quelconque, par exemple si on a dans l'image une photo ici, et tout simplement cette photo s'appelle photo.jpg, eh bien, je vais devoir indiquer où se trouve cette photo, si je veux y accéder, si je veux travailler dessus. Et en réalité, il y a quelque chose qui est assez important à comprendre, c'est qu'à chaque instant, on se trouve forcément quelque part. Par défaut, on aura souvent tendance à se retrouver ici, dans Home. Mais c'est pas parce qu'on est là à un instant T qu'on est obligé de rester là. On peut se déplacer pour changer le dossier actif, pour revenir à la racine par exemple. Ou on peut entrer dans un dossier. On peut aller dans un autre dossier. On peut carrément se déplacer et venir ici, si on veut. Donc ça va être une possibilité de changer de dossier. Et juste pour commencer à prémâcher un petit peu ce qu'on va voir quand on va réellement taper des commandes, sous Linux, quand on veut changer de dossier actif, on va utiliser une commande toute bête qui s'appelle cd. cd comme Change Directory. En fait, un dossier, un répertoire, dans le monde Linux, ça s'appelle un directory. Et donc, Change Directory, ça va nous permettre de changer de répertoire actif. Alors, on verra plus en détail la syntaxe de cette commande, elle est très simple, elle est très utile, mais c'est déjà une chose qu'il faut comprendre. Alors, globalement, on va taper cd et on va taper le nom d'un dossier. Mais ça va dépendre de l'endroit où on se trouve. Si on veut faire référence à un dossier particulier, on a deux méthodes pour y accéder. Deux méthodes pour faire référence à ce dossier. On donne le chemin absolu du dossier, ou du fichier en question, ou on donne un chemin relatif. Alors, on va voir la différence entre les deux. Le chemin absolu. Le chemin absolu, tout simplement, on va partir de la racine. Donc, dans le cas d'un chemin absolu, on part de la racine. Donc, en partant de la racine, si par exemple je veux me rendre, admettons que je sois, même si je suis ici, ça n'a pas d'importance, je veux aller dans le dossier image et je veux faire référence à ma photo qui s'appelle photo.jpg. Donc, en partant de la racine, ça va donner slash, qui est le nom de la racine. Je vais devoir entrer dans le dossier home. Donc, je suis dans mon dossier home. Et dans ce dossier home, je veux entrer dans un autre dossier qui s'appellera David. Et dans ce dossier David, j'ai besoin d'entrer dans le dossier image. Et c'est seulement à l'intérieur de ce dossier image, en mettant un slash à nouveau, je vais pouvoir donner le nom du fichier qui sera photo.jpg. Et donc là, je viens de donner un chemin absolu
vers le fichier? Parce que je suis parti de la racine. Effectivement, c'est long à taper, mais il y a peut-être une astuce. Alors, admettons que je sois plus précisément déjà dans mon dossier personnel ici, eh bien, je ne suis pas obligé de dire que je parle de la racine. Je peux seulement donner le chemin à partir de l'endroit où je me trouve. Et donc, ça va devenir ce qu'on appelle un chemin relatif. C'est relatif à l'endroit où je me trouve. Si je suis en ce moment dans ce dossier-là, mon chemin relatif, ce sera, alors, dossier image. Notez que je n'ai pas mis de slash, parce que je ne reviens pas à la racine. C'est de là où je me trouve, j'entre dans le dossier image. Et dans ce dossier image, je vais trouver photo.jpg. Donc là, j'ai donné un chemin relatif. Voilà globalement comment on procède. Très bien. Il y a juste une petite chose encore que je voulais vous dire par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je veux aller sur... Ici, j'ai mon dossier média, par exemple, et à l'intérieur, j'ai mon disque dur, que j'ai appelé DD1. Je veux aller dans DD1, voir ce qui se passe. Et je suis là. Comment je fais référence à DD1? Parce que là, c'est facile. L'image, il se trouve à l'intérieur de mon dossier personnel. Mais là, le problème, c'est que je veux aller dans quelque chose, dans un dossier qui se trouve complètement en dehors de mon dossier personnel. Alors, bien entendu, je peux le faire de façon absolue. C'est /media/DD1. Mais si je veux le faire de façon relative, il faudra que je remonte d'un cran, puis encore d'un cran, pour pouvoir entrer dans Média, pour pouvoir ensuite entrer dans DD1. Et comment on indique qu'on remonte d'un cran? Eh bien, pour remonter d'un cran, en réalité, il y a une sorte de syntaxe particulière, il y a un dossier particulier qui s'appelle point. Si j'écris point, ça veut dire remonte d'un cran. Et en remontant d'un cran, je veux aller dans le dossier qui s'appellera encore point, c'est-à-dire pour remonter encore d'un cran. Et là, en faisant ça, je suis revenu à la racine. Donc de la racine, je veux entrer dans Média. Donc je vais entrer dans Média. Et à l'intérieur de Média, je veux faire référence à DD1. Donc voilà aussi un chemin relatif qui me permet d'accéder à DD1 en partant de mon dossier personnel. Donc selon l'endroit où vous vous trouvez, il faudra peut-être remonter d'un cran pour pouvoir accéder à quelque chose. Remonter d'un cran, ou peut-être deux, peut-être de trois. Pour remonter d'un cran, il suffit de mettre point. C'est comme s'il y avait un dossier qui s'appelle point. Et en fait, on verra dans la pratique qu'il y a réellement un dossier qui s'appelle point. Donc voilà globalement la syntaxe. Alors, un dernier élément, et on va conclure là-dessus, il faut faire très attention aux majuscules et aux minuscules. Parce que dans le monde Linux, les majuscules et les minuscules sont deux choses complètement différentes. Si j'écris photo tout en minuscule, c'est pas la même chose que si j'écris photo. Et c'est encore pas la même chose que si j'écris photo. Et c'est encore très différent de T minuscule, H majuscule, O, T, O. C'est encore pas la même chose. Donc, il faut faire très attention aux majuscules et aux minuscules. Et dans l'arborescence, vous allez avoir des dossiers comme images, musique, etc. Faites attention, souvent c'est un I majuscule. Et si vous vous trompez, simplement le système va vous dire que ce fichier n'existe pas. Voilà, c'est un des derniers conseils que je voulais vous donner là-dessus. Donc, comprenez bien que tout est fichier, donc tout le matériel va être rangé dans Dev, on a ces choses-là. Pour pouvoir utiliser, parfois, il est nécessaire de monter ce matériel dans un dossier. Alors, aujourd'hui, les distributions Linux le font d'elles-mêmes. Elles vous créent, par exemple, quand vous branchez une clé USB, le noyau se rend compte qu'il y a une nouvelle clé USB, il crée automatiquement le fichier qui correspond et le monte automatiquement avec un système qui s'appelle HAL, donc HAL. Ça le monte automatiquement dans Média. Mais, parfois, il peut être nécessaire de le démonter et de le remonter à la main. Voilà, donc ça peut être utile de savoir ça. En tout cas, c'est utile de comprendre comment ça fonctionne. D'ailleurs, quand vous voulez retirer votre clé USB en toute sécurité, hein, comme on le dit dans Windows, en fait, il faut simplement faire cette action de démonter la clé USB. Ça va avoir pour effet simplement de la démonter et vous permettre de l'enlever proprement. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Et ensuite, comment on navigue avec les informations en sachant qu'on part de la racine. On peut donner un chemin absolu en indiquant le chemin complet à partir de la racine ou un chemin relatif qui dépend de l'endroit où on se trouve, en indiquant comment entrer ou sortir des différents dossiers avec le nom des dossiers ou point quand on veut faire référence au dossier parent. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces histoires de fichiers et la façon dont les choses sont organisées, encore une fois d'une façon très générale et relativement simplifiée.
Une dernière information que je voulais vous donner dans cette introduction, en tout cas à cette ligne de commande et à ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Alors pour l'instant, effectivement, on n'a pas encore travaillé réellement sur la ligne de commande, mais une dernière information que je voulais vous donner avant qu'on y aille, qu'on s'y mette, c'est que tous les utilisateurs de l'ordinateur n'ont pas tous les droits. Encore une fois, vous avez un compte utilisateur, généralement qui porte votre nom, et vous avez le droit de faire certaines opérations. Mais quand vous allez vouloir manipuler des fichiers propres au système, quand vous allez vouloir modifier des fichiers du système, par exemple dans le dossier ETC, ou quand vous allez vouloir installer un programme, par exemple, ou désinstaller un programme, ben vous verrez tout simplement que vous n'avez pas le droit de le faire directement. En réalité, il y a un seul utilisateur qui, en principe, a le droit de tout faire, c'est un utilisateur qui s'appelle root. Alors root, tout bêtement, R-O-O-T. Root qui veut dire racine. Alors, de la même façon que pour les dossiers, il y a un dossier racine, et bien pour les utilisateurs, pardon, il y a aussi un utilisateur racine, un utilisateur qui est le seul maître à bord, le vrai administrateur. Et c'est encore une différence très importante par rapport au monde Windows. Dans le monde Windows, en fait, si vous créez un compte avec les droits d'administration, vous avez déjà à peu près tous les pouvoirs. Alors, les nouvelles versions, Windows Vista 7, Windows 7 et Windows 8, ont introduit un tout petit peu plus de sécurité. Vous avez certainement remarqué que parfois, vous allez être obligé de cliquer avec le bouton droit et de faire exécuter en tant qu'administrateur pour lancer certains programmes ou pour faire certaines opérations. Eh bien, dans le monde Linux, il y a un équivalent. Sur la ligne de commande, notamment, il va y avoir une commande particulière qui va nous permettre ponctuellement de prendre les droits d'administration et de se mettre à la place de root. Et cette commande, c'est sudo. Sudo, en fait, qui veut dire super user do. C'est le super utilisateur doit faire quelque chose. Super utilisateur, automatiquement, c'est root. Root, c'est le super utilisateur, c'est lui qui a tous les droits, tous les pouvoirs. Si vous êtes root, vous avez le droit de tout faire. Dans les nouvelles distributions de Linux, et particulièrement Ubuntu, en règle générale, on n'est jamais root. On ne peut pas être root comme ça, enfin, il y a un moyen de le faire, il y a un moyen d'autoriser à être root, mais dans Ubuntu particulièrement, on n'est jamais root au départ, et globalement, le système est fait pour vous dissuader autant que possible et éventuellement vous empêcher de devenir root, de vous connecter réellement en tant que root. Vous vous connectez d'abord avec votre compte utilisateur à vous, qui peut éventuellement être un compte administrateur, mais quand bien même vous êtes un administrateur, vous n'avez quand même pas tous les droits, et vous ne pouvez pas, par exemple, installer des programmes ou modifier des fichiers du système. Je vous prenais l'exemple de ETC tout à l'heure, il y a des choses dans ETC que vous ne pouvez pas modifier, par exemple, si vous n'êtes pas considéré comme root. Et le seul moyen de le devenir, ponctuellement, c'est de prendre les droits d'administration en utilisant la commande sudo. Donc on verra en pratique dans la prochaine vidéo comment ça se fait, comment on le fait, mais il faut que vous compreniez surtout l'information qui est de dire que root est le seul maître à bord, et que si vous n'êtes pas root, vous n'avez pas forcément le droit de faire certaines opérations. Voilà, c'est très important à comprendre, et c'est ce qui fait, entre autres, que Linux est un système réputé fiable et sécurisé. Pardon. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la ligne de commande va être un outil qui est très puissant, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire énormément de choses, tout simplement parce que c'est un outil qui est natif dans le système, c'est comme ça que ça a été pensé au départ. Même si on a maintenant des interfaces graphiques, on continue d'avoir la main sur la ligne de commande. La ligne de commande peut gérer l'intégralité du système, on peut gérer un système Linux entièrement à la ligne de commande, on n'est pas obligé d'avoir une interface graphique, et c'est ce qui en fait sa force. Dans cette ligne de commande, bien entendu, on va surtout essentiellement manipuler des fichiers, alors pour les exécuter par exemple, quand on lance un programme, mais aussi pour créer des dossiers, déplacer des choses, monter des lecteurs, faire différentes manipulations. Donc c'est important de comprendre aussi comment faire référence à des dossiers ou à des fichiers dans le système. C'est pour ça qu'il faut comprendre la différence entre un chemin absolu et un chemin relatif. Il faut bien entendu savoir qu'on peut entrer dans des dossiers simplement en mettant leur nom, slash le nom du dossier, slash le nom du dossier, mais on peut de la même façon remonter d'un cran, avoir accès au dossier parent à l'aide d'un dossier particulier qui s'appelle point. Donc c'est double point, c'est ce dossier-là qui est a priori invisible, qu'on verra. On verra quand même comment on le représente dans la ligne de commande, on verra exactement qu'on peut le rendre visible d'une certaine manière. Mais voilà, il faut comprendre que cette manipulation existe. Et dans Linux, tout est fichier. Votre disque dur est un fichier, votre mémoire est un fichier, tout est fichier. Donc, pour manipuler certains lecteurs, par exemple des disques durs ou des clés USB, il faut au préalable les monter. Alors, aujourd'hui, ça se fait tout seul, mais c'est bien de comprendre que ça existe, c'est bien de comprendre que ça se fait comme ça, tout simplement parce que vous allez peut-être être amené à le faire vous-même, manuellement, en tapant une commande particulière. Et donc,
Les commandes sont quelque chose d'assez complexe au départ, en tout cas en apparence, mais une fois qu'on a compris, finalement, c'est assez facile de faire des choses. On peut très facilement écrire un script qui contient plusieurs commandes à la suite pour automatiser certaines tâches. De la même façon, dans la même idée en tout cas, quand quelqu'un va vous aider sur Internet, sur les forums en général, il va vous donner les commandes à taper pour résoudre votre problème. C'est ce qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo, quand je vous ai expliqué quelle était ma sélection des 10 choses à faire juste après avoir installé Ubuntu. Quand on a lancé les mises à jour du système, on l'a lancé depuis la ligne de commande. Et on a pour ça pris les droits d'administration en utilisant la commande sudo, donc pour ponctuellement devenir root, mais uniquement pour cette commande-là. Et on a lancé un programme qui, en l'occurrence, s'appelait apt-get. On a donné une commande, en fait. On a tapé une commande particulière. Je vous l'ai mise d'ailleurs dans les commentaires de la précédente vidéo pour que vous puissiez le faire vous-même. Et c'est beaucoup plus facile, finalement, de vous dire de faire comme ça que de vous montrer précisément qu'il faut aller dans tel dossier, dans tel menu, dans tel onglet particulier, cocher telle case, telle case. Ça peut se faire. Lors d'une vidéo, c'est relativement parlant. Mais il se peut que chez vous, ce soit un tout petit peu différent, que vous n'ayez pas exactement les mêmes options, parce que c'est peut-être pas la même version exactement, ou encore une fois, c'est pas la même langue. Vous êtes, j'utilise un système en français, vous utilisez par exemple un système en anglais, bah, tout ce que je vais vous dire d'aller cliquer, c'est pas écrit de la même façon. Alors que la commande elle-même, elle sera toujours écrite de la même façon. Donc c'est très puissant par rapport à ça. Et encore une fois, c'est beaucoup moins gourmand en mémoire et en ressources système d'utiliser une commande plutôt que de lancer divers programmes qui vont utiliser la mémoire, faire déplacer des fenêtres à l'écran, gérer des boutons, des listes déroulantes, etc. Ça consomme plus de ressources pour finalement faire la même chose. Donc la ligne de commande, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a déjà fait un bon travail de mise en place des bases. La prochaine vidéo va être un peu plus concrète et on va réellement entrer dans le vif du sujet et commencer à manipuler le système en se servant des informations et des acquis qu'on a dans cette vidéo. Donc c'était David pour Ordi Répare. J'espère que cette vidéo vous a déjà donné le goût d'aller plus loin et j'espère vraiment vous revoir pour la prochaine parce que c'est là qu'on va commencer à manipuler les choses.